Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du ALNNT2 Radio ou Radio ALNNT2. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, nous allons entendre la captation du Midi-Conférence avec la BTLF. En fait, l'ALNNT2 reçoit la Société de gestion de la Banque de titres de langue française avec Patrick Joly, le directeur général, et Isabelle Godette-Labine, qui est agente relations avec les éditeurs. Nous présenterons le rôle de la BTLF et des métadonnées du livre pour l'industrie littéraire. Je laisse la parole aux représentants de la BTLF et je vous souhaite une excellente écoute. OK. Donc, la BTLF, la Société de gestion de la Banque de titres de langue française, la BTLF est une OBNL, une organisation à but non lucratif qui existe depuis plus de 20 ans, donc depuis 1996, qui est le but est au service des professionnels de la chaîne du livre au Québec. On est un leader dans l'implantation des normes, des normes internationales pour le livre francophone. On va revenir sur c'est quoi les normes, là, mais principalement les normes Onyx, Théma, on est en train Théma, BISAC, c'est une autre norme qu'on supporte et tout. Mais donc, c'est un peu notre rôle de s'assurer que la chaîne du livre au Québec suit ces normes-là et de guider les différents membres. Puis vous, l'intégration technologique de la chaîne du livre, donc c'est vraiment un mandat. De par nos outils, on est une organisation technologique. Principalement, pour les produits qu'on offre sont des bases de données ou de l'intelligence d'affaires, comme on va revoir. Donc, c'est vraiment le but, c'est vraiment dans le volet numérique de la chaîne du livre. La BTLF, on joue, comme on dit, on se décrit comme étant apolitique. Donc, on est au centre de la chaîne du livre. Je vais revenir, là, on a des représentants des différents membres de la chaîne. Donc, on a une position qui est, comment on dit, apolitique et qui nous donne vraiment une vue d'ensemble sur les enjeux des différents types d'intervenants dans la chaîne du livre. C'est quoi la mission de la BTLF? En 3 points. Premièrement, c'est de contribuer à améliorer la commercialisation des produits de l'édition de langue française au Québec et au Canada et au Québec. Langue française, principalement, les produits d'édition québécoise et aussi étrangère. Étrangère étant 95% française. Évidemment, il y a un peu de Suisse, Belge, Afrique, ainsi de suite, mais c'est principalement français. Donc français et québécois. Le deuxième point, c'est faire la promotion et d'encourager la commercialisation des produits d'édition canadienne et québécoise à l'étranger. C'est un volet sur lequel on ne fait pas grand-chose pour l'instant. On y travaille. On commence à explorer qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Pour l'instant, on fournit de la métadonnée à des sociétés françaises pour faire la diffusion des métadonnées des titres québécois en France. Et à l'étranger, mais donc, je vais utiliser France, c'est plus facile que étranger à chaque fois. C'est un des volets. Et finalement, c'est d'encourager, comme on dit, et favoriser la communication et la collaboration entre les différents intervenants, que ce soit les éditeurs, les libraires, les distributeurs, les bibliothécaires au sein de la chaîne. Donc, on est vraiment central et on participe avec ces différents intervenants-là. Justement, ce qui nous donne vraiment une vision d'ensemble. On connaît autant les problématiques de l'éditeur, du libraire, du distributeur, ce qui nous donne une position importante pour trouver des solutions technologiques à leurs besoins. Comme je disais, a été créé en 1996, la BTLF. Ça a été fondé par les 3 principales associations, l'AEQ, l'Association des libraires du Québec, qui s'est associée au début avec l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs de livres, et par la suite, il y a l'ADELF, l'Association des distributeurs des distributeurs de livres francophones, de langue française, c'est ça, excuse-moi. Donc, c'est les distributeurs
les différents distributeurs dans l'industrie. Donc, les 3 associations se sont mises ensemble pour créer la BTLF, justement, parce qu'il y avait des besoins de développer des outils technologiques pour faciliter les communications et l'échange d'informations. En 2004, le premier produit en ligne a été mis en place, Memento. Memento, c'est un catalogue de produits, de fiches, si on veut, de titres francophones. Donc, catalogue de fiches avec toutes les métadonnées pour les titres francophones. Présentement, je pense qu'on a 2,3 millions de titres qui sont présents dans Memento. Sur ça, il y a à peu près 80% qui sont des titres français et 20% de titres québécois. Donc, c'est un outil qui est utilisé, on va revenir plus en détail sur Memento, mais qui est principalement, c'est un catalogue en ligne de l'édition. Donc, qui est utilisé par les libraires et ainsi de suite. On va revenir aux différentes fonctionnalités. Mais donc, qui est en place depuis 2004. Et c'est un produit qu'on a en partenariat avec notre partenaire français, Electre, qui offre le même produit en France, qui est aussi la base de données là, pour tous les titres sur le marché français. Donc, eux nous fournissent les données françaises, OK? Et nous, on leur fournit en échange toutes les données québécoises. Donc, c'est ça le partenariat, si on veut, entre les deux. En 2009, la BTLF a mis en place il manquait d'outils pour d'intelligence d'affaires dans l'industrie du livre au Québec. Donc, la BTLF a mis en place ce qu'on appelle Gaspard, qui est un outil de collecte d'informations, de transactions de vente. On collecte les transactions de vente à la caisse. Je vais revenir plus en détail plus loin, ce qui permet de recueillir des informations importantes pour les différents intervenants de la chaîne, pour soit à la fois juste sortir des statistiques sur l'industrie du livre, ou bien aussi pour des besoins particuliers, pour que ce soit un éditeur, un distributeur, des associations, les gouvernements, et ainsi de suite. Et depuis ce temps-là, la BTLF, on travaille évidemment à améliorer ces produits-là et les maintenir à jour là, le plus souvent possible. OK. Notre conseil d'administration, comme on dit, on est représentatif de l'ensemble de l'industrie. On a 2 membres de l'ANEL. Présentement, le président de la BTLF, c'est Jean-François Bouchard, qui est le président des éditions La Presse, qui est un des représentants de l'ANEL. Sur notre CA, il y a aussi les directeurs généraux de l'ANEL, de l'ADELF et de l'ALQ sont présents. On a les coops qui sont présentes, Coopsco. Et aussi, les bibliothèques. Donc, Maureen Cleverton de la BANQ qui est sur notre conseil d'administration aussi. Et on a certains membres cooptés, là, des membres, d'autres types de membres qui font partie de notre... Donc, on essaie d'être le plus représentatif de la chaîne comme telle. L'équipe, il manque une personne, mais on est 14 présentement à la BTLF. Il y a moi, le côté admin... Serge et Eugène. Sinon, après ça, on est vraiment séparés. Il y a 4 blocs à la BTLF. Michel Cervelin, qui est notre directeur TI. On ne développe pas les produits à l'interne. On va en impartition pour l'ensemble de nos produits. Donc, lui supervise l'ensemble de nos... Il travaille avec nos différents fournisseurs de services pour nos produits. Et donc, c'est lui. Tout l'aspect techno, la gestion des produits relève de son département. Alain Fournier, qui est le directeur de normalisation et référencement, quand on dit que la BTLF est un peu comme la référence pour tout ce qui est normes à l'international, Alain et son équipe, c'est son rôle de définir les métadonnées, les bons types de métadonnées, la qualité des standards. Alain siège sur les Steering Committee international pour les normes ONIX et TEMA. Donc, il est partie prenante aux décisions sur l'évolution de ces normes-là. Sous lui, évidemment, on a des techniciens à la documentation. En théorie, puis Isabelle, tu vas y revenir, la façon dont on produit les métadonnées, on les reçoit des distributeurs, des éditeurs, et ainsi de suite. Par contre, évidemment, il faut souvent retravailler le matériel qu'on reçoit parce qu'on... il faut valider et souvent modifier l'information. Donc, on a des techniciens en documentation qui, pour tous les titres québécois principalement, vont à la fois corriger et mettre à jour les données bibliographiques ainsi que commerciales qu'on reçoit.
Christian Reeves, qui est en vente et développement des affaires, s'occupe principalement de notre produit Gaspard, dont on va discuter tantôt. Et Michel Montagne qui s'occupe, lui, c'est Monsieur Memento, qu'on appelle, c'est celui qui fait les relations clients avec notre base de données Memento, principalement avec les libraires et les éditeurs, et ainsi de suite. Et il y a Isabelle, qui est agente relations avec les éditeurs. Comme on dit, il y a beaucoup de formations à faire avec les éditeurs pour leur faire comprendre l'importance de la métadonnée, puis l'importance d'avoir des métadonnées de bonne qualité. Et comme à la BTLF, on n'a pas vraiment de bâton. on utilise la carotte. Et la carotte, c'est beaucoup de formation, c'est-à-dire Isabelle qui va leur partager les meilleures pratiques et ainsi de suite pour les former, les instruire sur l'importance de la métadonnée. Depuis le mois de septembre dernier, la BTLF est maintenant ce qu'on appelle une agence ISNI. C'est quoi une agence ISNI? Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'ISNI. L'ISNI, c'est un identifiant unique pour les créateurs. On dit bien les créateurs parce que c'est pour tous les secteurs culturels, pas juste pour la chaîne du livre, autant en musique qu'en théâtre, les arts de la scène, peu importe. Nous, on l'utilise principalement dans le cas du livre. L'identifiant unique permet de mieux identifier chaque créateur. Ça, on prend l'exemple d'un Michel Tremblay. Il y a combien de Michel Tremblay qui publient au Québec? Il y en a plusieurs. Comment fait-on pour s'assurer que dans les métadonnées, on parle du bon? Du bon. En tout cas, un en particulier. On se comprend. Donc, c'est ça. Donc, avec son ISNI, ça nous permet de s'assurer qu'on parle du Michel Tremblay en question. Et ça favorise aussi des échanges entre les différents... On parle souvent d'interopérabilité, de transfert de métadonnées, tout ça. Qui dit transfert, dit des standards. Et jusqu'à maintenant, surtout pour l'identifiant pour un auteur, un auteur, un illustrateur, peu importe, souvent on avait un identifiant BTLF, il y a un identifiant BNQ, identifiant Electre, identifiant BAC. Tu te retrouves avec 7 identifiants qui doivent se parler entre eux. C'est pas l'idéal pour avoir une bonne interopérabilité, comme on dit. Donc, en utilisant l'identifiant unique, en ayant un identifiant unique, ça nous permet de faciliter les transferts. Donc, on est là depuis le 1er septembre. Et le but dans ça, c'est qu'on est en train de refaire toute notre infrastructure de réception de métadonnées, à la fois par notre espace éditeur, qui est une interface web, ou les flux Onyx qu'on reçoit directement des éditeurs et des distributeurs. Et on s'est dit que c'est le bon moment pour essayer de mettre en place l'ISNI, qui est l'identifiant unique. On les attribue automatiquement. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un rentre une nouvelle fiche pour un titre dans Memento, ce qu'on fait, ce qu'on va faire là, à partir dans un mot ou deux, si on voit un auteur et qu'il n'y a pas de numéro d'ISNI déjà associé, on va nous questionner la base de données ISNI par API. Donc, on vérifie est-ce qu'il existe déjà un ISNI pour cet auteur-là. Si oui, on le récupère et on l'inclut dans notre base de données. S'il n'y a pas déjà d'ISNI, on va faire une demande de création, d'attribution d'un nouvel identifiant. Donc, avec ça, assez rapidement, là, en quelques mois, l'ensemble de la chaîne du livre ou les intervenants de la chaîne du livre, les auteurs et les illustrateurs, donc les créateurs de la chaîne du livre, vont avoir un ISNI. Présentement, l'ISNI est déjà attribué. Il y a la majorité des auteurs au Québec ont déjà un ISNI, mais ne le savent souvent même pas. Isabelle, toi, tu as un ISNI, puis je ne le savais pas jusqu'à temps que tu saches que ça existait. Là, après ça, on va avoir tout un... J'ai un ISNI. Sûrement. Oui, sûrement, c'est ça. Donc... Il me regarde. On ira voir. Ouais, je peux savoir. Donc, c'est ça, c'est un peu de... En faisant ça, ça va permettre aussi à la chaîne du livre et aux auteurs québécois d'être plus facilement identifiables à l'étranger. On le fait automatiquement, donc on charge évidemment pas les auteurs pour leur attribuer un ISNI, comme on le fait automatiquement. Ça serait gênant de retourner voir des auteurs après leur demander des sous pour ça. Donc, on l'assume à même nos budgets de la BTLF. Là. Donc, assez rapidement, au Québec, l'ISNI va être omniprésent, ce qui devrait faciliter aussi la découvrabilité. Bon, c'est ça. Donc, l'ISNI se fait en parallèle avec la refonte de nos différents outils.
Je vais laisser Isabelle parler un peu de la... Attends. Alors moi, j'ai l'impression que vous connaissez tous les métadonnées ici, mais je vais quand même faire vu qu'il y a beaucoup d'investissements des gouvernements présentement en culture pour le numérique et pour la métadonnée, vous montrer un peu la présentation qu'on fait dans le milieu du livre plus particulièrement, pour expliquer qu'est-ce qu'une métadonnée. Donc, je vais faire un petit survol, puis parler justement de ces enjeux-là en culture et dire quelles métadonnées on traite spécifiquement à la BTLF. Tantôt, il fallait que je passe mon... OK. Tout le faire tantôt. Là. Je sais, mais est-ce que si je le mets là... Non, tu le mettras en... Ça marche pas quand tu pèses. Ouais, tu peux le mettre là. Oh. Non, c'est bizarre. Ah, mais que là, ils prennent la... Je le mets en recopie vidéo. Ah, voilà. Ouais, c'est bon. OK, c'est parce qu'il y en avait un qui n'était pas... Vos deux PowerPoint Ça se peut qu'il n'était pas pareil. C'est ça? Désolé. Parce que j'avais ajusté pour lui d'abord, puis après ça, tu dis quand même, l'autre ne marche pas. OK, On non. va le refaire pour lui. C'est correct, ça va. Donc, on comprend qu'on est obligé de retourner un peu. Oui, c'est ça, exactement. De changer les... Ils ne sont pas c'était de la même façon, les deux. Non, désolé. C'est correct, ça va. Moi, je comprends. Alors, la question que tout le monde se pose depuis 5 ans dans le milieu culturel, c'est qu'est-ce qu'une métadonnée? Alors, si on vous pose la question, vous pourrez peut-être dessiner, répondre que c'est invisible pour les yeux et que, donc, si on vous dit dessine-moi une métadonnée, cette petite boîte du Petit Prince de Saint-Exupéry, parce que la métadonnée, dans son sens large, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est une donnée qui sert à décrire une autre donnée, vous le savez, à la qualifier, etc., à la distinguer d'une autre donnée. Et quel que soit son statut, donc que ce soit numérique ou papier dans le cas du livre. Si on se... Bon, l'Internet n'a que 26 ans. On a l'impression que c'est là depuis toujours, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont assez vieux pour se rappeler qu'en 1993, l'Internet fonctionnait comme un annuaire. Donc, c'est Yahoo qui avait lancé ce premier moteur de recherche. On avait des grandes catégories sous lesquelles étaient répertoriés les différents sites qui correspondaient à ces catégories-là. Donc, en sciences, en 1993, il y avait seulement 3289 sites Internet qui étaient répertoriés sous sciences. Et c'est vite devenu ingérable. Alors, on s'est mis à faire des sous-catégories dans les catégories dans la V2 de Yahoo et bientôt des sous-catégories de sous-catégories. Alors, finalement, est arrivé Alta Vista en 1995 pour proposer un autre moteur de recherche qui, cette fois, fonctionnait par indexation. Donc, c'est-à-dire indexation des titres et des chapitres. Donc, pour trouver ce qu'on cherchait, il fallait être vraiment précis pour tomber sur le bon titre et le bon chapitre. Ça aussi, c'est devenu assez difficile à gérer et aussi pour ceux qui cherchaient des choses, ça devenait compliqué. Donc, Google est arrivé en 1998. Il règne depuis, bien sûr, avec un moteur de recherche qui fonctionnait par référencement. Donc, ce qui est intéressant dans ce moteur de recherche-là, c'est qu'il ne s'intéresse pas aux documents eux-mêmes, mais aux liens entre les différents documents. Alors, plus il y a de liens qui pointent vers ton site Internet, plus ton site sort dans les premiers résultats de recherche. Donc, un lien compte pour un vote pour ton site. Et si ton site a plusieurs liens qui pointent vers lui, tu deviens toi-même une valeur de plus grande valeur lorsque toi-même tu pointes vers un autre site. Alors, présentement, on assiste à un passage de ce moteur de recherche de référencement au système de la recommandation. Donc, avant, ce qui sortait dans les résultats quand on faisait des recherches, c'était des liens naturels, donc les liens bleus, comme on voit là, étagère, murale, cube, etc. Et maintenant, premièrement, on ne cherche plus du tout de la même manière. On cherche de façon très globale meilleur café à Montréal, meilleur polar en 2018,
ou étagère murale blanche. Et ce qui sort... La meilleure étagère murale blanche. Ben, ce qui sort, vous voyez, on a beaucoup d'images. Après ça, on a une publicité. On a un seul lien naturel. Et en bas, on a d'autres images qu'on ne voit pas très bien sur le PowerPoint. Mais on assiste donc à l'augmentation des résultats qu'on appelle enrichis, qui sont liés aux métadonnées. Donc, c'est maintenant tout ce qui se trouve sous le web qui participe à la sélection des résultats. Même chose si on cherche un film sur le hockey. Pourquoi est-ce que Histoire d'hiver apparaît pas, puis oui 3D? Pourquoi c'est la version française de Slapshot et non la castagne, qui s'appelle La Castagne, qui est là et non, et non Slapshot? C'est la question qu'on se pose. Même chose pour comment on fait pour apparaître dans la sélection d'Apple Music, dans les listes de meilleurs titres, de meilleurs livres sur tel sujet. La différence avec la recommandation, c'est que ça permet de développer des publics, ce que ne permettait pas la recherche, parce que la recommandation fait sortir des résultats qui n'étaient pas nécessairement connus par la personne qui cherchait. Tout l'enjeu de la découvrabilité. En plus, aujourd'hui, on est passé de l'ordinateur à la tablette, au téléphone, à la montre, et donc la fenêtre pour proposer un résultat rapetisse. Et maintenant, il n'y a même plus de fenêtre. On est avec des assistants maison intelligents qui nous énoncent comme ça la recommandation pour ce dont on a besoin, ce qu'on recherche. Alors, comment on fait pour être cette unique recommandation? Alors, tout ça repose, vous le savez, entre les mains de l'algorithme que j'ai nommé Algo pour l'occasion. Donc, je vous le présente. Algo, pour bien fonctionner, a besoin de deux choses. Besoin de données sur les personnes et des données sur les contenus. Les données sur les personnes, on en a en masse et ça soulève toutes sortes d'enjeux éthiques, mais c'est un autre sujet. Par contre, pour ce qui est des données sur les contenus, présentement, c'est là que se trouve le défi dans le milieu culturel. Alors, présentement, Algo se trouve au milieu d'une tonne de boîtes scellées identiques qui correspondent à la marée d'informations sur le web. Et il n'arrive pas à lire les contenus. La seule qui pourrait lire ici, c'est celle qui a un code QR, justement, parce qu'il arrive à lire cette information-là. Alors, ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse lire le contenu de toutes les boîtes et puisse faire des liens entre elles pour que les résultats de la production culturelle québécoise sortent dans les résultats de recherche. La question, c'est comment on fait pour décrire ces contenus-là. Alors, c'est là où ce langage-là, c'est celui des métadonnées. Par exemple, on va lui dire que dans telle boîte, il y a tel livre écrit par tel auteur, illustré, traduit par telle personne, qui porte sur tel sujet, avec le résumé, voici l'image, etc. Ce qui est très important, c'est que pour favoriser la lecture de ces données-là, elles doivent être standardisées selon des normes internationales. On va y revenir. Présentement, malheureusement, la plupart des contenus culturels sur le web sont faits pour que les humains seulement puissent les lire. Alors, c'est pas un site québécois, mais j'ai pas osé en prendre un. C'est un site français, mais c'est un peu le même problème. C'est en format HTML, c'est des images et Algo n'arrive pas à lire l'information. Là aussi, j'ai trouvé ça, donc Cuisine du Népal, mais c'était pour vous montrer que ce qui est très, très important, finalement, c'est de développer le recto et le verso pour les contenus web sur Internet, c'est-à-dire ce qui est lisible par l'humain et ce qui est lisible par la machine. Là encore, ce qui est important, c'est que ce soit fait de la façon la plus standardisée possible pour que les informations circulent à travers l'ensemble du web, peu importe le pays dans lequel on le consulte. Dans le milieu du livre, on a une longueur d'avance, en fait, de standards internationaux, parce qu'on travaille depuis longtemps avec l'ISBN, donc l'identifiant unique que vous connaissez. Patrick vous a parlé de l'ISNI, qui est plus récent, mais qu'on va intégrer peu à peu. Et on a aussi l'ONIX, qui est un acronyme pour Online Information Exchange, qui est un format standard reconnu internationalement, qui permet aux éditeurs de décrire les métadonnées d'un livre, papier ou numérique, et de le transmettre à tous ceux qui sont impliqués dans l'achat ou la vente de livres. Il y a d'autres types. En fait, on vous a parlé de l'ISBN, de l'ISNI, qui sont des catégories d'identifiants. Ce sont les identifiants uniques. Mais on a aussi TEMA, qui est un schéma, c'est-à-dire un ensemble de sujets descripteurs pour le livre.
qui est une autre norme internationale. Ça a été développé par les éditeurs à l'intention des libraires et de l'ensemble de la chaîne du livre pour faciliter la catégorisation des livres et la communication de l'information sur les sujets dont parlent les différents livres. Alors avant, on parlait dans toutes sortes de langues. Il y avait Bizac, ça existe encore, là. Il y avait Bizac, il y a les thèmes et genres et lettres. Chaque pays avait sa formule. Maintenant, Théma, c'est un schéma de sujet multilingue qui tient en considération aussi les particularités culturelles de chaque pays, mais qui permet de se comprendre. On parle le même langage. Alors, quelles sont les catégories de données traitées par la BTLF? Je vous donne un exemple. Bon, Patrick l'a dit, je suis moi-même auteur et pour ne pas favoriser personne, je me favorise moi. Alors, voici une fiche type sur Memento. Donc, on voit bien ici les différentes catégories de métadonnées. En orange, on a les métadonnées descriptives. Dans le cas du livre, c'est des métadonnées bibliographiques. Donc, le titre du livre, le nom de l'auteur, l'éditeur, la collection. En bas, on a le support. Si c'est un format numérique, on le verrait là. Description, broché, couverture rigide, etc. Public, là, c'est tout public adulte, mais ça pourrait être adolescent, en telle tranche d'âge. Le thème et genre qui progressivement va être remplacé par Théma et le DOE. On a des métadonnées, on a bien sûr les identifiants uniques. Dans le cas, on a l'ISBN en haut, éventuellement, peut-être, j'espère, on aura l'ISNI. Oui, oui. Bientôt. Puis, métadonnées commerciales. Tout ça, c'est tout ce qui est le prix, la disponibilité du livre en entrepôt au Canada, chez les distributeurs, donc le nom du distributeur, le marché visé, là, c'est le marché canadien, les dernières mises à jour. Et ce qui est très important, c'est les métadonnées d'enrichissement. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup avec les éditeurs et parce que ce sont vraiment ces métadonnées-là qui permettent aux différents livres de se distinguer des autres. Parce que c'est là où on retrouve l'image de la couverture. Si on n'a pas ça sur le web aujourd'hui, on oublie ça. Le résumé du livre, la biographie de l'auteur, s'il y avait des critiques, on pourrait les ajouter. Donc, c'est vraiment les éléments qui apportent un petit plus qui peut attirer le lecteur. Et enfin, je vais tourner mes pages. Il y a des grands enjeux, bien sûr, autour des métadonnées. Il y en a au moins quatre importants qui sont reliés. Alors, si Algo arrive à lire vos contenus web grâce aux métadonnées, vous en favorisez bien sûr la découvrabilité, c'est-à-dire leur potentiel à se laisser découvrir facilement par un consommateur qui cherche votre contenu et à se le faire proposer à un consommateur qui n'en connaissait pas l'existence. Maintenant, il y a aussi l'enjeu de la mesurabilité. Donc, si vous avez des bonnes métadonnées, vous vous inscrivez dans ce qui peut être mesuré par les différents outils statistiques existants. Il y a Gaspard à la BTLF, l'OCCQ en a d'autres, il y en a d'autres à l'international. L'enjeu de la mesurabilité des données culturelles est aussi important parce que les métadonnées ne doivent pas être vues juste comme une façon d'aider les géants du web à faire des recommandations, mais ça nous permet aussi d'avoir de l'information sur notre propre production culturelle. Puis présentement, les gouvernements sont très démunis pour décrire tout ce qui se fait ici en matière soit de livres ou d'art visuel ou de cinéma, etc. Distinction culturelle, on le sait, les algorithmes ne sont jamais neutres. Alors, on est un peu condamné à s'en remettre à eux pour organiser le web, mais est-ce que ça fait en sorte qu'on doit pour autant renoncer à décrire de la façon qui nous convient notre production culturelle? Non. Donc, il est important de conserver une influence sur le choix de vocabulaire qu'on va faire pour décrire notre culture, d'où l'importance de Théma. Donc, Théma, la BTLF a travaillé sur un schéma québécois pour décrire les différentes catégories qui correspondent toujours aux mêmes indicateurs, aux mêmes chiffres, disons. Par exemple, si on publie un livre sur les couverts en France, ici, ça va être peut-être sur les ustensiles, qui sait. Mais c'est tous ces petits termes-là qui participent à notre distinction culturelle. Ça croise l'enjeu de la découvrabilité parce que
métadonnées donc permettent à nos contenus d'être identifiés comme canadiens, québécois, francophones, anglophones, espagnols. Sans cette identification-là, pas de découverte, pas de rayonnement, pas d'opportunité, autant au niveau national qu'international. Et enfin, le droit d'auteur et la traçabilité. Vous le savez, c'est un enjeu majeur avec le numérique. C'est un vaste sujet, complexe. On sait que la rémunération des acteurs à l'ère du web, des auteurs à l'ère du web, c'est important parce que tout circule, on ne sait pas d'où ça vient, vers où ça transige. Et si en plus il n'y a pas d'identification liée à ce qui circule sur le web, on en perd la trace. Alors, les métadonnées peuvent servir justement d'offrir une meilleure traçabilité de tous les contenus qui se trouvent sur le web et ça peut mener peut-être à des nouveaux systèmes de gestion et de rémunération des droits d'auteur à voir. Mais chose certaine, c'est qu'un LISNI, par exemple, que la BTLF va mettre en place au Québec, va permettre aux différentes œuvres d'être rassemblées de sources sûres sous un même identifiant et peut-être au contenu, justement, de porter cette étiquette-là et de transiger à travers le web. On pourra en parler vers la fin, mais la formation du 22 mars. On peut pas ça. OK. Donc, si ça vous intéresse, l'ISNI, l'ONIX, TEMA, en savoir plus, on a un expert de la firme éditeur qui est située à Londres, qui est à la base de toutes ces normes-là internationales au niveau du livre, qui vient faire une conférence en français, qui est assez rare, à Montréal, le 22 mars à l'ITHQ. Donc, c'est toute la journée et on vous invite à venir assister à cet événement-là qui se produit, c'est ça, pas très souvent parce qu'habituellement, ça se passe en anglais. Alors, voilà. Merci. On revient à l'autre. Oui. Retour à Patrick, j'avais écrit. On aura besoin de ton aide, je pense encore. On va à l'autre. Oui. C'est bon, qu'est-ce que... Lire à partir de l'actuel. Pour vous inscrire à l'événement, si ça vous intéresse, vous allez sur le site Internet de la PTLF, puis il y a l'onglet « Activités », puis on a un lien vers la fiche d'inscription. Est-ce qu'on peut inviter toute la communauté? Oui, vous pouvez inviter. Vous pouvez diffuser l'information. Oui, tout à fait. Okay, oui, vous nous le direz si on est dans les temps ou si on dépasse. OK. Donc là, on a présenté la BTLF, ce qu'on fait, c'est quoi notre mission et tout. On a parlé de la métadonnée. Et là, comment est-ce que ça s'opérationnalise, tout ça? C'est quoi nos outils? Comme on disait, notre outil principal, c'est Memento, qui est notre base de données avec toutes nos fiches, qui est un catalogue en ligne, évidemment. C'est une source d'information qui est essentielle pour les professionnels de la chaîne du livre, à la fois les libraires et les bibliothèques. Et c'est aussi un outil de communication entre les bibliothèques et les libraires. C'est-à-dire, pour commander des livres, ils peuvent bâtir, on va y revenir, mais bâtir des paniers dans Memento qu'ils peuvent envoyer automatiquement aux libraires. Ils peuvent envoyer la commande et ainsi de suite pour que ça soit traité. C'est donc le panier de système virtuel qui permet de passer les commandes. C'est quoi... Comment est-ce qu'on fonctionne pour... recevoir nos métadonnées, si on veut. Donc, l'éditeur envoie les données bibliographiques à la BTLF. Il y a deux façons de le faire. Ce qu'on appelle notre espace éditeur, qui est notre interface web pour aller capter toutes les informations. C'est un formulaire en ligne, finalement, qui permet de rentrer l'information. Ça, c'est pour les plus petits éditeurs qui ont quelques titres, souvent par année, ou donc moins de titres. Sinon, les plus gros éditeurs nous envoient... en théorie, c'est supposé être tous les soirs, on reçoit des fichiers, automatiquement des fichiers Onyx. Onyx, c'est du XML finalement, des fichiers XML qui viennent et qui nous permettent de mettre la base de données pour les données bibliographiques à jour à tous les jours. Donc là, on se retrouve, à ce moment-là, on a les données bibliographiques. Après ça, on reçoit les distributeurs des distributeurs pour chacun des éditeurs. Eux nous envoient toutes les données commerciales.
c'est-à-dire le prix, le prix disponibilité, principalement ces deux informations-là, qui nous envoient eux aussi, principalement, bon, ça peut être l'espace éditeur, mais les principaux distributeurs nous envoient aussi, la majorité des distributeurs nous envoient tous les jours aussi des mises à jour sur le prix. Est-ce que le prix a changé? Des statuts, on met le nombre, le statut, bon, disponibilité, épuisé, apparaître, ainsi de suite, et aussi les stocks. Donc, ça permet aux libraires de voir chez tel distributeur les quantités, on n'a pas les quantités disponibles. OK? Bon, une fois après ça, on se retrouve avec nos données bibliographiques, nos données commerciales qu'on peut intégrer. Par contre, ce qu'on fait, c'est évidemment, on traite les données. Comme je vous dis, on va recevoir les données bibliographiques. Des fois, il peut manquer une catégorisation, un thème et genre, donc ça va être à nous de le compléter. Il peut manquer une imagette. On a des techniciens de documentation qui vont aller la chercher, compléter les différents types d'informations bibliographiques et commerciales qu'on reçoit. On les traite. Et une fois qu'on les a traités, on peut les mettre en ligne et ils vont s'afficher dans Memento. OK? À partir de ce moment-là, les différents intervenants de la chaîne y ont accès et peuvent le voir, ce qui permet principalement aux librairies et aux bibliothèques. Il y a des éditeurs, des distributeurs qui ont Memento, mais beaucoup moins. C'est moins fréquent. C'est surtout les librairies et les bibliothèques qui leur permettent de faire du repérage, de l'acquisition. Je vais revenir, le téléchargement et les autres services disponibles. Et après ça, une fois que les libraires et les bibliothèques, bon, que les livres sont vendus, et ainsi de suite, on a notre outil qui mesure les ventes qui s'appelle Gaspard, sur lequel aussi on va revenir. Donc, c'est un peu la façon que la métadonnée part de l'éditeur et du distributeur et se retrouve en ligne chez les distributeurs et se transforme en vente par les libraires, et ainsi de suite. Notre espace éditeur, comme je vous disais, c'est un formulaire en ligne, c'est-à-dire qui permet de rentrer le titre. On est en train de remettre à jour, on développe une nouvelle version de notre espace éditeur qui est notre technologie Memento. L'espace éditeur date de une dizaine d'années. Et bon, comme vous savez, ça a changé. Un formulaire web en 10 ans, les standards ont changé quelque peu. Donc, on est en train de le mettre au goût du jour en instaurant beaucoup plus de vérification et c'est-à-dire, à la base, pour pouvoir rentrer un nouveau titre dans l'espace éditeur, ça prend un ISBN. Sans ISBN, on ne peut pas aller plus loin puisque c'est vraiment à la base. Et après ça, c'est de rentrer les différentes informations. À partir de ça, ce que ça nous permet, nous, c'est en ayant le formulaire web, on incite les utilisateurs à utiliser les meilleures pratiques. C'est-à-dire que dans notre nouvelle interface, les gens pour rentrer un thème et genre, ça va être les thèmes et genres théma que les gens vont devoir choisir. C'est-à-dire, théma, il y a à peu près 3000 catégorisations. Pour un éditeur, ça peut être un peu impressionnant. Donc, ce qu'on va faire pour chacun des éditeurs, quelqu'un qui fait du livre de cuisine, ou peu importe, on va restreindre le nombre de champs théma disponibles. C'est une question de faciliter l'utilisation des outils. Comme vous étiez des facettes, comme un moteur à facettes. C'est ça, exactement. On n'ira pas mettre les livres sur les philosophies quelconques pour quelqu'un qui fait du livre de cuisine et vice-versa aussi. Donc, c'est juste pour question de faciliter le travail. Et évidemment, une fois que les informations sont rentrées dans l'espace éditeur, on transforme la fiche en fichier Onyx, donc dans un format XML qui assure aussi après ça de transmettre la métadonnée plus facilement. Et comme je vous disais, là, la BTLF, on est un membre de éditeur, BISG, Onyx Steering Committee, les principaux organismes internationaux qui gèrent les différents standards. Donc, une fois que les outils sont dans Memento, l'éditeur nous a envoyé ces métadonnées par flux automatique et on les reçoit ou à travers l'espace éditeur. Ça fonctionne comment? Un libraire qui décide de commander des titres ou un bibliothécaire va pouvoir aller dans l'interface et créer une commande qui va être envoyée au distributeur. OK? Et qui est exporté dans les différents logiciels de gestion, comme on dit. Un libraire, moi je suis
un libraire, il y en a plusieurs qui vont utiliser un logiciel qui s'appelle Vilivre, OK? Donc, il va être renvoyé dans un format lisible pour le système de commande. Ça permet aussi à un libraire, c'est-à-dire principalement les bibliothécaires aussi, mais aussi, surtout dans ce cas-ci, beaucoup les libraires qui vont vouloir importer dans leurs outils de gestion. Comme je vous dis, Vigie, c'est un des systèmes Office, Alibi. Il y a différents systèmes de gestion pour les libraires. Ça leur permet d'importer les métadonnées importantes pour gérer une transaction, c'est-à-dire les prix, les disponibilités, et ainsi de suite, qui rentrent ils les importent dans leur système de gestion. Donc, ils font ce qu'on appelle de la récupération. Nous, on fait de l'exportation et donc, eux récupèrent les données. Donc, comme on dit, il y a différents formats et il y a différents champs qui peuvent être récupérés. Titre, auteur, éditeur, collection, prix, disponibilité, et ainsi de suite. Donc, ça permet de faciliter les transactions. L'enrichissement web, ça, c'est un outil qui est utilisé à la fois par les libraires et les bibliothèques, qui permet soit aux libraires ou bibliothécaires d'enrichir leur catalogue en ligne. Donc, ils ont souvent, si on va, même chez Renaud-Bré, c'est le cas, ils utilisent beaucoup l'enrichissement. Sur le site de Renaud-Bré, si vous allez voir un titre en particulier, un livre, l'imagette est téléchargée automatiquement en temps réel des données de la BTLF, ainsi que les résumés, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement. Même chose pour les bibliothèques. On fait affaire on travaille avec 260 bibliothèques publiques au Québec à travers la BNQ a créé ce qu'on appelle le SQTD, le Service québécois de traitement documentaire, qui regroupe l'ensemble des services offerts aux bibliothèques. Donc, nous, notre principal client pour Memento, c'est le SQTD et eux, après ça, gèrent les accès pour les différentes bibliothèques auxquelles ils ont accès. Donc, chaque bibliothèque peut aussi enrichir ses propres catalogues avec les services d'enrichissement. Bon, une fois que le livre a été offert, a été acheté, et ainsi de suite, Gaspard nous permet de mesurer les ventes et de voir les différentes tendances, donc d'avoir des outils pour faire de l'intelligence d'affaires dans la chaîne du livre. Donc, c'est le seul système d'information en temps réel sur les ventes. C'est-à-dire, en temps réel, on capture les ventes, les données qu'on a sont journalières, sont quotidiennes et sont téléchargées sur une base hebdomadaire dans Gaspard. C'est-à-dire, les données jusqu'au dimanche soir sont disponibles le mercredi suivant dans Gaspard. Donc, ça permet aux utilisateurs d'aller voir les transactions jusqu'au dernier dimanche. À la fois les ventes, mais les inventaires aussi. Donc, c'est très utile. C'est aussi très utile, surtout pour les éditeurs. Ça leur permet aussi de faire une meilleure gestion, éviter les ruptures de stock. C'est-à-dire, donc, de voir les titres qu'ils ont en circulation. Et certains libraires nous ont dit justement que depuis l'apparition de Gaspard et le fait que ça facilite la gestion des stocks, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup moins de rupture de stock. Ça permet les réimpressions, et ainsi de suite, de faciliter. Donc, c'est l'outil. Dans Gaspard, on est capable de classer les ventes ou les données selon 22 catégories, 130 sous-catégories. Donc, ça permet d'aller faire dans le jeunesse, la semaine ou telle journée, le jeunesse, c'est quoi les ventes pour l'ensemble de la chaîne. Évidemment, c'est des chiffres agrégés. Évidemment, on veut pas, les libraires veulent pas que leurs chiffres apparaissent. On veut pas être capable d'aller voir telle librairie, ses ventes. C'est anonyme. C'est anonyme, mais on est capable de voir les librairies indépendantes, la grande diffusion, on parle de Costco, Walmart, ainsi de suite. Donc, on voit des grandes catégories. Évidemment, on peut pas aller voir. On peut faire de façon régionale. On a le Grand Montréal, le Grand Québec et le reste du Québec. C'est 3 régions sur lesquelles on est capable d'avoir des données. On fournit des palmarès. Je vais revenir aux les palmarès. À tous les ans, on fournit un bilan annuel du marché du livre au Québec. Depuis combien d'années vous le faites, ce bilan-là? Moi, je dirais depuis une dizaine d'années. Pas depuis 10 ans, ça existe depuis 2009. Donc, peut-être 8-9 ans, je ne me souviens pas exactement. C'est peut-être 2012. C'est depuis 2011. Oui, quelque chose comme ça. Donc, le prochain, pour 2018, devrait sortir
probablement autour du fin mars à peu près, là, donc devrait être disponible. Et ça retrace l'ensemble, les ventes par catégorie, donc pour la jeunesse, pour la littérature, pour le livre pratique, peu importe, là, pour les différentes catégories, on est capable de voir l'évolution et ainsi de suite. Et dans une année en particulier. Et aussi, ça nous permet, on a un échantillon de, je pense que c'est 90 libraires qui nous fournissent des données depuis au moins 5 ans. Et ça nous permet de voir l'évolution pour un échantillon déterminé, voir l'évolution des ventes d'une année à l'autre, donc voir comment se porte le marché du livre au Québec. Présentement, ce n'est pas tous les détaillants qui nous fournissent les données. Présentement, on reçoit à peu près 60% du marché. Donc, notre échantillon, dans n'importe quel secteur, lorsque tu reçois 60% de données granulaires de vente à la caisse, c'est représentatif de l'ensemble du marché. Ça permet de faire de l'intelligence d'affaires et de tirer des bonnes conclusions là, à partir des chiffres. On fonctionne comment? Donc, les informations nous viennent de différents types de détaillants, que ce soit des libraires en réseau, Coopsco, Indigo. Coopsco, c'est les différentes coop universitaires, dont Coop UQAM qui fait partie de Coopsco. Indigo aussi, on reçoit les données d'Indigo. Les différentes librairies indépendantes, les membres des LIC et de l'ALQ, qui sont les différentes librairies. Le commerce de détail et la grande diff, la grande diffusion, principalement Costco et Walmart, qui nous fournissent leurs données. On les reçoit dans Gaspard, on les traite et ça nous permet après, on sort. Les utilisateurs peuvent soit, il y a une interface Gaspard et aller, et, comme on dit, piocher dans Gaspard pour sortir des chiffres. Sinon, on a réalisé que c'est quand même assez complexe. Les utilisateurs n'ont pas nécessairement le temps, les connaissances d'aller creuser pour aller chercher l'information. Donc, de plus en plus, on leur fournit des rapports, on prédigère l'information pour eux. C'est-à-dire, tous les mois, on va envoyer des tableaux de bord, OK? Ce qui va permettre d'avoir une meilleure évaluation et de se comparer sa librairie à l'ensemble du marché, si on veut. Donc, on envoie différents types de tableaux de bord sur lesquels on va revenir. Présentement, dans Gaspard, en 2017, là, très bientôt, on va avoir le chiffre 2018, on capturait 200 millions de ventes de livres dans la chaîne du livre au Québec, de livres francophones. Évidemment, la BTLF, le F ça tient aussi quand on parle de Gaspard. Donc, c'est vraiment les ventes de livres francophones qu'on capture dans Gaspard. L'année en chiffres, si on regarde en 2017, qu'est-ce que ça représente? Les gens, 242 000 titres distincts. Pas copies, titres. C'est qui est énorme quand même de titres distincts qui ont été vendus. Un exemplaire ou plus. Par année, on reçoit, il y a à peu près, là, en 2017, il y avait 41 222 nouveautés. Donc, on dit à peu près tous les ans, il y a à peu près 40 000 nouveautés, dont à peu près 20 qui sont des nouveaux. Dans ce cas-ci, 5 740 des nouveautés du Québec et du Canada. Le reste est principalement français, évidemment, dans les francophones. Donc, ce qui représente 10,6 millions d'exemplaires vendus à un prix moyen de 18,85 par copie. Donc, c'est des chiffres qui permettent d'avoir de bien un peu cerner l'industrie du livre. C'est un marché qui est en hausse, qui est en hausse de 5% par rapport à 2016. Donc, c'est un marché ça permet d'objectiver aussi certaines idées. Il y a des libraires qui peuvent dire « Ah, bon, le marché était difficile cette année, peu importe, où ça a très bien été. » Ça nous permet d'avoir des données claires et objectives sur l'évolution. Marché, les collectivités. Les collectivités, évidemment, c'est les bibliothèques, les commissions scolaires, toutes les institutions publiques, par la loi du livre, la loi 51, doivent s'approvisionner auprès de libraires indépendants. Okay? Ils ont le droit de faire affaire avec 3 libraires indépendants dans leur région. Donc, c'est une façon d'encourager la librairie indépendante en leur permettant de vendre directement aux collectivités, les bibliothèques, les commissions scolaires, ainsi de suite. Une augmentation de 8,2 %. On réalise, quand on parle le plan d'action culturelle du dernier gouvernement, on investit quand même massivement, où on donnait des fonds
pour l'achat de livres en bibliothèque et par les commissions scolaires. Et ça s'est traduit, on voit automatiquement ça se traduit par des ventes aux collectivités qui se traduisent, et donc il y a un impact sur les libraires. Et le marché du détail, lui, a augmenté de 3 on voit que l'édition nationale québécoise en hausse de 6 et l'édition étrangère, une augmentation de 4,2 On voit, il y a une tendance, on voit les titres, les ventes de titres, c'est les titres disponibles, c'est à peu près, comme on dit, 20 québécois, 80 français, encore une fois. Par contre, les ventes de titres, c'est beaucoup plus 40 québécois et 60 français. Ce qui veut dire aussi ce qui est avantageux, ce qui montre que l'édition québécoise se porte bien, ou de plus en plus, il y a une offre intéressante et il y a encore de plus en plus de titres une plus grande proportion de titres québécois qui se vendent par rapport aux titres français. Les ventes de livres à la semaine, ça nous permet aussi d'avoir... je vais mettre toutes les... Ça nous permet vraiment de voir par semaine. C'est juste des exemples pour voir. On voit les différents... certains, les semaines. À tous les ans, on voit les mêmes cycles. Les vacances, c'est ça, 33e semaine? Oui, la 33e semaine, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Ça, c'est le marché du livre. Dans Gaspard, on peut voir autant la vente de livres scolaires, de littérature, de livres pratiques, toutes les catégories. C'est sûr qu'après ça, les utilisateurs peuvent aller voir certaines catégories qui les intéressent plus. Mais lorsqu'on regarde l'ensemble du marché, on voit, janvier, évidemment, il y a une rentrée scolaire au début, évidemment, dans les premières semaines. C'est plus tranquille. Il y a la rentrée scolaire autour de la 33e semaine, c'est le mois d'août. Et on voit évidemment le pic à la fin pour Noël, le temps des fêtes, donc on voit les différentes ventes. Donc c'est vraiment un outil important pour les utilisateurs. Le 12 août, depuis si vous allez sur notre site web, sur le site de la BTLF, il y a un lien pour aller voir les statistiques du 12 août. Depuis 3 ans, je pense maintenant à tous les... Non, ouais, mais nous, que la BTLF fait vraiment l'étude après le 12 août. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le 12 août, la journée du livre québécois, qui a été mise en place par 2 ou 3 auteurs jeunesse. Je ne me souviens pas, je pense que c'est 2 auteurs de livres de jeunesse. À tous les ans, on calcule l'impact le 12 août des ventes de titres québécois. Ce qui est assez fascinant, ça nous permet de voir aussi, pas juste les quantités, mais ce qui est vendu le 12 août. On voyait avant 2014, avant que le 12 août soit apparaisse, c'était surtout du scolaire. Évidemment, le 12 août, on achète les livres pour l'école. Donc, ce qui prédominait dans les ventes, on voyait que c'était vraiment le livre scolaire. Depuis que le 12 août, on a commencé à faire la promotion du 12 août, il y a eu un changement complet et c'est plus le scolaire qui est plus populaire, c'est la littérature. Donc, il y a vraiment eu un shift, un changement. En tout cas, pour cette journée, on prend le 12 août. Cette année, c'était un dimanche, donc on compare par rapport à 4 dimanches précédents pour avoir des comparables. Donc, on a vraiment vu là, un changement. Les gens diraient, ouais, mais pourquoi la littérature, pourquoi pas le jeunesse ou quoi que ce soit? Ce que les gens pensent, c'est... souvent, le 12 août, c'est finalement, pourquoi la littérature? Bien, les gens se font plaisir. Ils vont s'acheter un livre pour eux au lieu d'aller acheter un livre pour leurs enfants. Tout le long de l'année, tu vas acheter des livres pour tes enfants et tout. Finalement, le 12 août, tu dis, écoutez, là, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter un livre, donc je vais focuser un livre. C'est pour ça vraiment qu'on a vu l'apparition de la littérature. C'est ce qui nous permet de faire ça. On fait des études aussi pour les salons du livre, voir les impacts sur le salon du livre. Le salon du livre, est-ce que ça vole des ventes aux libraires ou est-ce que ça stimule des nouvelles ventes? Donc, c'est le genre d'études qu'on fait. On est justement en train de finaliser, Isabelle travaille très fort de ce temps-ci sur une étude pour l'ALQ, l'Association des libraires du Québec, sur le livre de fond par rapport aux nouveautés. Donc, on a fait une analyse assez exhaustive, même très exhaustive, sur les différentes les ventes par catégorie et ainsi de suite. Donc, ça permet vraiment d'aller chercher de l'information précise, à la fois pour ces utilisateurs-là. Parmi les gros utilisateurs, il y a des éditeurs qui utilisent beaucoup Gaspard et beaucoup les distributeurs.
C'est qui? C'est Christian Chevrier, le directeur général de Hachette Canada, qui l'utilise, je pense, 10 fois par jour. Et s'il faut que Gaspard soit down pour une heure, là, on reçoit des appels et des courriels instantanément pour dire « Hey, il est où mon Gaspard? » Puis, donc, ils vont... pas avec la bourse. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça leur permet de voir les stocks, de voir... Ils questionnent souvent les données. Ça, c'est le genre de tableau de bord qu'on a fait. On a fait 2 types de tableaux de bord. Comme ça, ou plus comme celui-là. Ça, c'est plus pour donc pour un libraire quelconque, de pouvoir dire je me compare comment par rapport au marché. OK? Ça permet de voir pour l'abonné, par rapport à l'industrie, ses ventes. OK? L'abonné, dans ce cas-ci, étant les éditeurs. Éditeurs libraires, principalement éditeurs libraires. OK? Pour un éditeur qui est spécialisé dans un domaine, c'est peut-être des fois moins pertinent de se comparer à l'ensemble de l'industrie, mais peut quand même se comparer et voir si moi je fais de la jeunesse ou de l'ésotérisme ou de la géo et tourisme, peu importe, comment moi j'ai performé cette année par rapport à l'ensemble du marché. Ça permet de se comparer. Et pour certains, disons, libraires plus généralistes, ça leur permet de voir comment je me positionne par rapport aussi à l'ensemble du marché. OK? Donc, ces outils-là, c'est nouveau depuis à peu près un an ou 2, ça fait peut-être 2 ans, 1 an et demi, je pense, qu'on envoie automatiquement ces données-là. Moi, à Gaspard, je l'appelle un peu notre diamant à l'état brut à la BTLF parce que on a une tonne de données. OK? On a des données de vente incroyables. Pour l'instant, on en fait une utilisation quand même assez descriptive. OK? Mais on essaie d'aller un peu plus loin dans l'intelligence d'affaires et de faciliter d'avoir une plus grande analyse. On a travaillé avec certains étudiants pour faire des comparaisons. Il y en a qui prennent des données sociodémographiques qui vont essayer de mélanger avec les données de vente pour essayer de sortir des tendances et ainsi de suite. Donc, on est vraiment au début, oui, disons-le. Ce qui est au début de ce qu'on peut vraiment faire avec Gaspard. Et de plus en plus, on a des demandes qui sont de plus en plus poussées pour essayer de faire des analyses encore plus fines. OK? Nos partenaires, évidemment, la BTLF, on ne s'autofinance pas à 100%, on s'autofinance à 75%, par exemple, quand même. Mais il y a un 25% où, évidemment, on dépend des différents subventionnaires, le ministère Communication et Culture, la SODEC et Patrimoine canadien, qui sont nos principaux subventionnaires, donc qu'on remercie. C'est ça. Je pense que ça conclut pas mal la présentation. Merci.